Bonjour, bienvenue dans cette vidéo version longue dans laquelle je vais traiter de l'isolation thermique, jusqu'où aller raisonnablement. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Voilà, quelques petites manœuvres et c'est parti. Donc d'abord, un rappel. Isoler, c'est limiter les fuites, lesquelles sont dépendantes du lambda de l'isolant, qui mesure donc sa performance en termes de conductivité et de l'épaisseur que l'on va mettre en œuvre. Sauf que le lambda, seul critère de qualification d'un isolant, n'est pas immuablement stable. Alors je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo. Petit rappel, quelles sont les causes de l'instabilité du lambda? L'orientation des fibres, le taux d'humidité de l'isolant, la température de l'isolant et la vétusté. Quand on parle de l'orientation des fibres, c'est est-ce qu'on fait le contrôle et les mesures perpendiculairement à l'alignement des fibres ou parallèlement. Alors, comment détermine-t-on l'épaisseur de l'isolant? On vise à atteindre une valeur cible qui est prédéterminé, qui est arbitraire. On dit je veux un R de 2, de 3, de 4, de 5, etc. qui correspond à la résistance thermique espérée. Et l'épaisseur divisée par le lambda nous donne le R. Donc pour connaître l'épaisseur que l'on va devoir mettre en œuvre, si on connaît la valeur cible R, on la divise par le lambda de l'isolant que l'on est censé connaître, qu'on nous fournit, et donc, ça va nous donner l'épaisseur requise à mettre en œuvre. Donc, tout ça nous amène à quoi? Donc, tout simplement à savoir quelle épaisseur on va, quels sont les véritables gains d'efficacité. Donc, là, on va se faire un peu de jus de cerveau, Je suis parti de l'exemple d'un isolant qui aura un lambda de 0,040, une valeur tout à fait classique, qu'on trouve très couramment dans le commerce. Et donc, j'ai fait des tableaux où on rajoute les centimètres les uns après les autres. On part de l'idée de base que la paroi qu'on va mesurer, qu'on va tester, perd 100 calories par unité de surface. Et chaque centimètre que l'on met en œuvre avec un isolant de 0,040 nous permet d'économiser, de réduire de 8% les fuites initiales, celles qui étaient là avant qu'on mette en œuvre cette épaisseur d'isolant. Alors bien évidemment, dans l'exemple qui va suivre, dans les tableaux qui vont suivre, les centimètres s'additionnent les uns aux autres. Alors, qu'est-ce que cela nous donne? Petite fausse manœuvre, mais voilà, on va rectifier le tir. Donc, on voit dans la colonne de gauche les épaisseurs, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui vont être mis en œuvre. Le R que cela permet d'atteindre en fonction du lambda qu'on a prédéterminé comme étant de 0,040. Je suis parti sur la base d'un isolant de cette performance-là. Donc on a, avant la mise en œuvre, les calories qui sont perdues, ça c'est dans la colonne 3. Avant que je mette ce premier centimètre, j'avais 100 calories perdues. Je vais traiter 8% des fuites avec ce centimètre, donc je vais éviter les fuites de 8 calories. Et je vais donc avoir en résiduel 92 calories qui fuient. Et j'aurai donc traité 8% des fuites initiales. Voilà le principe. Donc, avec mon deuxième centimètre, donc j'atteins un R de 0,5. Les consommations avant que je mette ce deuxième centimètre en œuvre sont celles qui est résiduelle après le premier centimètre, c'est-à-dire 92 calories. Je vais à nouveau, avec ce centimètre, immuablement économiser 8% supplémentaires, ce qui va me permettre d'économiser 7,36 calories et d'avoir un résiduel de fuite après ce deuxième centimètre de 84,64 calories. J'aurai donc traité avec mes deux premiers centimètres 15,36% des fuites. Vous voyez le principe du tableau, et ainsi de suite, centimètre par centimètre. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Avec 10 cm d'épaisseur d'isolant, j'ai un R de 2,5,
tout à fait basique, hein, c'est pas extraordinaire. Hein. J'aurais donc traité, on va tout de suite aller, les calculs, on va pas y revenir à chaque fois, j'aurais traité 56,56% des fuites d'origine, hein, donc avec 10 cm, j'ai traité presque 60%, en tout cas nettement plus que le double, que la moitié pardon, des fuites d'origine, et j'ai donc des fuites résiduelles de 43,44 calories. Avec 15 cm, j'ai un R de 3,75. Avec ce R de 3,75, je me rends compte que j'ai traité déjà plus de 70% des fuites. Avec 20 cm d'isolant, j'ai un R de 5. Et j'ai traité 81,13% des fuites. Vous voyez, avec 20 cm d'isolant, on traite déjà 80% des fuites. Hein, c'est énorme. Hein. Alors, si je continue et que je vais avec des R toujours plus grands, etc., hein, puisque on entend parler couramment de R de 6, de 8, etc., eh bien, on se rend compte qu'avec 25 cm, j'ai dépassé le R de 6, j'ai 6,25 de R et j'ai traité 87,56% des fuites d'origine. Avec 30 cm d'isolant, j'ai un R de 7,5. J'ai traité 91,8% des fuites. Et si je passe d'une épaisseur de 25, par exemple, à une épaisseur de 40, c'est-à-dire que je rajoute 15 cm d'isolant, rappelez-vous le slide d'avant, avec 15 cm, je traitais 70% des fuites, quasiment. Hein, 60, de mémoire 60, allez, on va dire 60. Et bien là, avec 15 cm supplémentaires, si je passe de 25 à 40, j'aurai amélioré mon traitement des fuites de à peine 10%. Vous voyez, les 15 premiers centimètres me permettent de traiter 60% des fuites, et si je vais jusqu'à 40, de 25 à 40, ça me permet d'en traiter moins de 10%. Et toute l'importance de ne pas forcément aller à des épaisseurs phénoménales en ciblant des R absolument monstrueux, ça n'a pas de sens. Hein. Alors, je vais revenir sur le tableau précédent. Alors, ça me fait faire quelques manœuvres, mais on va y arriver, c'est pas un problème. Voilà, on y est. Hein. Et donc, vous voyez, je vous disais, les 15 premiers centimètres, eh bien si, c'était bien ça. J'ai économisé 71% des fuites. Et les 15 derniers centimètres, si je vais jusqu'à 40 cm d'épaisseur, me permettent, donc entre 25 et 40, ça me permet d'économiser 96 moins 87%, environ 9%. Hein. Les 15 premiers centimètres sur une épaisseur de 40 permettent d'économiser 71%, et les 15 derniers centimètres sur cette épaisseur de 40 me permettent d'en économiser moins de 10. Hein. Donc, est-ce que c'est raisonnable d'aller jusque-là? Clairement, je ne crois pas. Hein. Je crois pas, pour moi, non. Hein. Alors, en global, avec un R de 1, j'élimine 28% des fuites. Avec un R de 5, 81%. Avec un R de 10, 96%. Ma première unité de R me permet de gagner 28,36% des fuites, et ma dernière unité de R, quand je passe de 9 à 10, me permet d'économiser 1,41% des fuites d'origine. Donc, il faut rester sage, hein, et je pense qu'on ne l'est pas. On ne l'est clairement pas. Hein. Et donc, je vais revenir là à nouveau dans un autre format. Hein. Donc, est-il pertinent d'agir ainsi? Eh bien, non, parce qu'on consomme inutilement des ressources, et ça va faire que nos successeurs auront une moindre capacité à faire face à leurs besoins, parce que ces ressources-là, ils ne les auront plus. Hein. Et donc, également, l'énergie qui aura été consommée, c'est la même chose. Les générations futures n'en disposeront plus. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on soit sage. Hein. Et quant aux émissions de gaz à effet de serre,
on aura, avec ces surépaisseurs monstrueuses au-delà d'un R de 5, 6, on va probablement émettre plus de gaz à effet de serre du fait de la production de cet isolant, du fait de sa mise en œuvre, etc., hein, que ce que ça va permettre d'économiser grâce à une moindre consommation. Donc, il faut absolument revenir dans la pertinence. Alors, que faire pour être pertinent ? Ça, c'est vraiment la grande question. Hein. Il faut déjà cesser la course au R et donc à l'épaisseur, ça on vient de le voir. Hein. Et que faire d'autre? Il faut miser sur les autres qualités des isolants, à savoir leur chaleur spécifique, leur densité et leur capacité en sorption et désorption, qui sont 3 qualités qui ont une influence considérable sur le confort que l'on va ressentir, et en fonction d'un confort ressenti, on chauffera plus ou moins. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment, il faut faire très attention à ça. Alors, il faut adapter les actions en fonction des besoins. Limiter les interventions sur les murs, puisque ce n'est pas là que sont les fuites les plus importantes. Il faut cesser de se couper des apports du sol. Hein, ça, je l'ai développé dans un article que j'ai mis en lien. Hein. Et il faut mettre le paquet où c'est nécessaire, le toit. Alors, voyons voir un petit peu chaque chose l'une après l'autre. Limiter les interventions sur les fuites, ben je vous l'ai dit, parce qu'elles y sont déjà limitées et ralenties. Alors, on a plusieurs types de murs. Hein. On va donc voir d'abord les murs anciens, hein, qui en matière de thermie ont des forts apports par eux-mêmes, hein, puisqu'ils bénéficient déjà de toute l'épaisseur des matériaux mis en œuvre, hein, que ce soit du pisé, de la bauge, de la pierre, de la brique pleine, etc. Hein. Donc, tous ces apports-là sont à prendre en compte. Hein. Parce que même si, effectivement, une pierre n'a pas forcément un lambda énorme, mais cette pierre, elle a une énorme capacité, du fait du volume mis en œuvre, de stocker, et donc d'avoir une effusivité intéressante. Et donc, il faut limiter, dans le cadre de ces murs, à un R de 1,5 à 2,5. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Hein. Je ne dis pas que c'est en conformité avec la législation. Hein. Moi, je ne m'intéresse que à la pertinence des choses. Hein. Et il faut donc bien prendre en considération également la gestion de l'eau, puisque ces murs anciens sont confrontés à des remontées capillaires dont il faut absolument tenir compte, hein, entre autres, et puis également la migration sous forme de vapeur. Hein, les remontées capillaires, c'est le liquide, et sous forme de vapeur, c'est lié à tous nos vécus dans la maison, hein, la respiration, la transpiration, nos activités, cuisine, vaisselle, lessive, toilette, etc. Alors, on a ensuite les murs récents qui ont une moindre apport par eux-mêmes parce qu'ils sont moins épais, il y a donc moins de densité, il y a donc moins d'effusivité, etc. Hein. Donc, il faut à ce moment-là limiter un R de 2,5. Vous voyez, tout à l'heure, je disais de 1,5 à 2,5. Hein. 1,5, ça me semble très raisonnable. 2,5, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. Et là, pour les murs récents, avec 2,5, c'est très bien. Hein. Veiller aux apports en inertie et diffusivité, c'est-à-dire qu'on va tenir compte également de la nature de ce qui nous a permis de constituer nos murs. Hein. Il faut cesser de se couper des apports du sol, puisque le sort naturel hors influence des températures extérieures, hein, qu'il fasse 40 degrés dehors ou qu'il fasse moins 10, dès l'instant où on se met à plus de 70-80 cm de l'influence de cette température extérieure, immuablement, le sol, dans les épaisseurs qui nous intéressent, hein, si on descendait à 100 mètres de profondeur, on aurait encore plus chaud, mais donc on ne va pas faire des habitats troglodytes à moins 100 mètres, hein. Donc on va avoir un apport, enfin une température de base de 12 à 13 degrés, donc l'été, le froid attirant le chaud, eh bien ça limite le delta T avec l'excès de chaleur extérieure, puisque ça va consommer cette énergie, cette chaleur qui pourrait entrer, qui serait en excès, et l'hiver, du fait qu'on va partir non pas d'un moins 10, s'il fait moins 10 à l'extérieur pour avoir 19 dedans, mais d'un 12 à 13 degrés pour avoir 19 dedans. Donc il limite le besoin en apport de calories. Hein. Donc cessez de bêtement isoler le sol. Là aussi, j'ai fait un article là-dessus et dont je vous ai mis le lien dans le descriptif.
Ne plus isoler inutilement sous les dalles en contact avec le sol et se limiter à une isolation uniquement si on fait un chauffage basse température en dalle. Hein. Par contre, bon, là aussi, enfin, dans l'article que je vous ai mis en lien, tout ça est abordé. Hein. Mettre le paquet où c'est nécessaire, le toit. Pourquoi ça? Parce que le jour, l'été, il est exposé directement au rayonnement solaire. Voilà. Et l'été et l'hiver, la nuit, il est exposé aux effets radiatifs du cosmos. Hein, c'est-à-dire que le froid attirant le chaud, le cosmos étant très froid, par radiation, hein, échange de calories par rayonnement, eh bien, on va avoir énormément de calories qui vont fuir par le toit. Donc on l'entend assez souvent dire, le toit c'est là qu'il y a le plus fort des fuites. Eh bien, traitons vraiment de façon intense les fuites qui vont avoir lieu ici. Pour d'autres raisons également, il faut s'y mettre, parce que là, on n'a rien qui permette d'avoir des apports initiaux de performance. Hein. On n'a pas de matériaux préalablement mis en œuvre, à part quelques centimètres éventuellement de la tuile et du parement, hein, placo, lambris ou autre, hein, et on n'a pas donc de rien, on n'a rien qui nous apporte de la chaleur spécifique ou de la densité de mise en œuvre préalable. Hein, exception faite peut-être dans quelques régions du sud de la France où on trouve de la briquette de 2 ou 3 cm d'épais directement sous la couverture. Ça arrive en quelques endroits, mais c'est vraiment très limité, à la fois géographiquement et en termes d'apport. Hein. Et donc il faut, plus qu'ailleurs, miser sur la chaleur spécifique de l'isolant qu'on va mettre en œuvre, puisqu'il n'y a rien d'autre qui va nous apporter de quoi stabiliser la température, hein, et sur la densité de mise en œuvre qui va également avoir une influence considérable sur les capacités de stockage. Hein. Et donc, ces capacités-là nous amènent de la diffusivité. Hein. L'hiver, c'est très intéressant, ça stabilise la température, hein. Ça permet de bénéficier d'une effusivité très intéressante, c'est-à-dire un renvoi du rayonnement vers la partie habitable. Et l'été, ça nous permet d'avoir un déphasage important, les capacités de ralentissement. Alors, j'ai des vidéos qui présentent ces capacités à la fois de diffusivité en termes de stockage, de ralentissement, etc., et qui expliquent ce que sont les fuites par rayonnement, par convection, par conduction. Donc je vous mets les liens également vers ces vidéos-là. Alors, le toit, après avoir judicieusement choisi son isolant, il faut miser sur un R de 6. Rappel, avec un R de 6, on aura réduit 80% des fuites d'origine, hein, ce qui est déjà énorme. Et après, tel qu'on l'a vu dans les tableaux tout à l'heure, miser plus loin, vouloir avoir des R supplémentaires, c'est, osons le dire, bêtement, consommer des ressources, consommer de l'énergie qui ne permettront pas d'être amorties par les économies que ça va générer en consommation de chauffage. Puisque avec ça on aura, donc si on a judicieusement choisi son isolant, hein, j'entends bien, donc un isolant à forte capacité de chaleur spécifique, densité correcte, voire la plus importante possible, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, hein, tout en ayant un lambda correct, bien sûr, hein, et capacité à permettre la migration de la vapeur d'eau, donc la perspirance. Hein. Si on a bien choisi ces isolants, et donc je l'ai abordé dans de nombreux supports, je vous ai mis les liens également dans le descriptif, ce sont les isolants d'origine végétale qui apportent les meilleures performances globales. Hein. Alors si malheureusement on n'a pas fait le choix judicieux, hein, qu'on est parti sur un isolant de mauvais... Enfin, de qualité moyenne, on dira, voilà, soyons gentils. Il faudra quand même en rester à ce R de 6, parce qu'aller au-delà, ça reste malgré tout totalement déraisonnable. Par contre, pour avoir du confort, il faudra compenser en choisissant judicieusement les autres éléments, hein, importants que sont les parements. Ça, on n'en parle jamais.
Hein. Je vous ai mis également un lien vers un article où j'aborde tout l'intérêt des parements à forte effusivité et diffusivité qui sont source de ressenti de confort et donc de nécessité de chauffer à une moindre température et donc d'économiser. Hein. Voilà tout ce que je souhaitais aborder avec vous dans cette vidéo. Hein. Alors, tous ces points ne sont pas en soi suffisamment développés ici. Hein. Ce sont des thèmes hein, et nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Alors pour l'heure, cette vidéo, j'ai pu vous la proposer parce que j'ai deux partenaires qui financièrement mènent. C'est Planète Énergie, qui est une entreprise basée dans le 77, mais qui travaille sur toute l'Île-de-France. Hein, et qui petit à petit va se développer sur l'ensemble du territoire. Planète Énergie, c'est une entreprise qui œuvre depuis l'analyse des besoins en amont jusqu'à la réalisation en aval, soit directement, soit en faisant appel à des entreprises partenaires, puisqu'ils ont des sous-traitants. Et cette entreprise, donc Planète Énergie, vous aide également dans l'approche financière, la recherche de toute subvention ou prime qui pourrait aider à la réalisation des travaux. Je vous ai mis le lien vers Planète Énergie dans le descriptif de la vidéo. Et mon autre partenaire, c'est Gramitherm, qui est une entreprise qui produit un isolant à base d'herbe. Cet isolant est excellent puisque, comme tous les isolants végétaux, il permet un stockage du carbone à moyen et long terme. Il est vertueux dans le sens où l'herbe pousse sans avoir à mécaniser grandement sa production, donc peu d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de carbone pour sa production. Je vous le conseille vivement, et où que vous soyez sur le territoire, vous prenez contact avec Gramitherm, ils feront l'étude de vos besoins avec vous et vous livreront en épaisseur requise l'isolant dont vous avez besoin, où que vous puissiez vous situer. Donc merci à eux de cette aide pour produire cette vidéo dont j'espère qu'elle vous aura apporté des renseignements utiles. N'oubliez pas de la partager et de la liker si elle vous a plu. Voilà, à très bientôt.